Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle série d'épisodes de Together Women Rise appelée They Are Leaders. Cette série est dédiée aux femmes dirigeantes, alliant force décisionnelle et intelligence relationnelle pour transformer les organisations et la société. Face aux défis de notre époque, crise multiple, volatilité, incertitude, accélération du développement technologique, nous avons besoin de ce leadership équilibré et de ces femmes qui l'incarnent. Dans cette série, vous allez découvrir différents portraits de femmes dirigeantes qui vont vous partager leur définition de ce leadership équilibré, comment elles l'ont mis en place et aussi ce que ça leur a appris d'elles-mêmes. Le but est que vous puissiez vous aussi incarner ce leadership dont on a tant besoin actuellement. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Elias, avocate spécialisée en droit international. Elle milite depuis ses 17 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Après avoir dirigé la campagne internationale de Every Woman Treaty, doublant le nombre d'ONG activistes et d'embarquer 18 nouveaux pays à rejoindre l'appel contre les violences faites aux femmes, elle dirige actuellement la chaire internationale du G100, un réseau de femmes influentes dans le monde qui militent et négocient auprès des gouvernements pour l'inclusion des femmes à tous les postes de décision et aussi pour la paix. Depuis de nombreuses années, tu coordonnes aussi, Patricia, de nombreux projets de l'ONU Femmes dans différents pays du Moyen-Orient, mais aussi d'Afrique, et tu es la fondatrice de l'association Avenir Liban qui a justement contribué à la création du premier ministère des femmes au Liban. C'est donc forte de ton expérience unique de dirigeante, alliant cette force décisionnelle qui te permet de porter des projets d'envergure internationale et cette intelligence relationnelle indispensable pour négocier avec les décideurs politiques et économiques que je te reçois aujourd'hui. Bienvenue! Merci, grand merci de m'accueillir. Alors, j'ai 3 questions, ça va être rapide et en même temps, ça va être le moment où on puisse vraiment comprendre c'est quoi ce leadership équilibré qui est justement incarné par ces femmes à des postes à forte responsabilité. Donc, selon toi, en quoi une gouvernance portée par des femmes change-t-elle la dynamique des décisions et peut avoir du coup de l'impact sur les équipes ou les organisations par rapport à un modèle plus traditionnel. Par plus traditionnel, j'entends ce petit côté homme blanc de plus de 50 ans avec un peu les cheveux grisonnants qui est autour de la table et qui pense que un peu il sait tout, un peu Elon Musk. Eh bien, qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que nous apportons de l'éthique, du respect, de la confiance, création de liens durables. Quand je suis en négociation avec un gouvernement, avec des ministres, avec des ambassadeurs, je ne pense pas je vais les voir et je vais disparaître. Je suis authentique, je négocie avec confiance, authenticité, avec force et éthique. Et ces liens de confiance font que ces gouvernants me font confiance, me respectent, et comme ça, on gagne leur respect et leur appui dans les décisions et dans les projets que nous devons faire. Ne jamais penser, ne jamais penser que mentir ou filouter et faire tout ça va vous faire gagner quelque chose. Votre réputation est faite. Si vous voulez, je suis très fière d'avoir des membres des Nations Unies qui m'ont appelé et m'ont dit, Patricia, you are loved and respected aux Nations Unies, que vous êtes aimée et respectée aux Nations Unies. Et c'est forte de ce respect que j'ai pu obtenir l'appui de 18 nations et de doubler le nombre d'ONG qui étaient avec nous de 1900 à 4000 en moins de 2 ans. Alors que quand je suis arrivée, il y avait une hostilité évidente pour tout ce qui est projet féminin, d'avoir un nouveau traité contre les violences faites aux femmes, etc. Et donc, je conseille toutes les femmes d'utiliser ce qu'on appelle le soft skill. Ça veut dire travailler évidemment avec beaucoup de conscience, mais avec une conscience professionnelle, de l'éthique, du respect, de la confiance et création de liens durables. Et ce que je retiens vraiment, c'est ce côté où tu arrives en négociation avec un côté lien durable, donc du coup, comment ensemble, il y a un côté aussi collaboration, co-création, j'entends, et un Absolument. côté win-win. C'est-à-dire qu'on est, comme tu dis, on n'est pas là pour filoter, on n'est pas là pour imposer son pouvoir par rapport à l'autre, mais plutôt se dire comment ensemble on va créer quelque chose de mieux. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je suis beaucoup dans la consultation. Je mets tout le monde, on en parle tous. Je reconsulte, par exemple, chaque fois que je voyage à Genève, aux Nations Unies ou à New York, je revois les ambassadeurs, les ministres que j'avais vus. Je leur dis où est-ce que j'en suis dans le projet, comment on avance. J'écoute leurs conseils. Excellent, très bon. L'écoute active, très important.
j'écoute et je fais en fonction que tout ça corresponde aux attentes de tout le monde, évidemment toujours en ayant un but en tête, voilà. Et j'ai envie de te demander, quand tu es, parce que j'imagine que tu es aussi face à des dirigeants qui sont encore très dans le côté traditionnel. Absolument. Et ils vont arriver, voilà, alors j'allais dire une petite nana, mais en fait, t'es pas petite. Mais tu représentes les femmes qui, pour eux, peuvent être un peu, bon, elle est mignonne. Quel style d'approche pour inverser? Parce que tu dis qu'il y avait de l'hostilité à la base. Comment tu as réussi à gagner le respect auprès de ces hommes, peut-être, ou même de ces femmes, qui ont un style plus traditionnel? Déjà, il faut beaucoup de ténacité. Flexibilité, adaptabilité, mais beaucoup de ténacité. Et quand on me ferme une porte, je rentre par la fenêtre. Et quand on ferme la fenêtre, je rentre par la lucarne. Parce que je suis convaincue de ma mission. Évidemment, c'est une mission que je considère très noble, d'avoir l'égalité homme-femme et d'avoir des femmes au poste de décision 50-50. Et donc, je suis extrêmement tenace. Et surtout, j'étudie beaucoup la situation, le cadre, le contexte. Vous ne Hmm. pouvez pas arriver dans une négociation sans être au courant de tous les détails du pays, du CV de la personne, des antécédents. Vous devez arriver, vous devez être imbattable. Vous devez être imbattable sur la question qu'on vous pose et surtout leur montrer les choses positives que leur pays a engendrées ou ce qu'ils ont fait, etc. Et doucement, doucement, les emmener. Moi, je convainc. Je ne force personne. C'est la force Mhm. de conviction qui est très importante. Donc de les convaincre de la véracité et de la justesse de la demande. Si la première fois ils ne sont pas convaincus, la deuxième ou la troisième, ils le deviennent. Ce que j'entends, ta Je les entends. stratégie, c'est d'abord de créer le lien en les mettant en valeur sur tout ce que, mais authentiquement, ce que tu penses que toi aussi, c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc tu mets en valeur tout ce qui est bien pour créer le lien. Et puis petit à petit, tu vas aller leur montrer où est-ce qu'ils pourraient encore plus faire de bien quelque part. Exactement. Exactement. Et aussi, je voulais dire qu'il est très important de maîtriser les codes et vocabulaire. Hmm, Un, l'intelligence linguistique. ok. Très important. C'est-à-dire que vous parlez avec votre interlocuteur dans la langue qu'il comprend. Par exemple, quand vous négociez aux Nations Unies, vous Hmm, devez utiliser leur langage, leur vocabulaire très hmm, précis. Par exemple, vous ne dites pas je veux aider les femmes, mais promouvoir l'égalité de genre conformément aux ODD 5. Avec les gouvernements, vous parlez de stabilité nationale, de croissance ouais. économique, de leadership Hmm, régional. Avec les militantes, justice, droits fondamentaux, transformation ok. sociale, vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire que vous êtes dans l'authenticité, mais vous devez parler la langue que l'autre comprend. Hmm, Vous parlez la même langue et il hmm. saisit ce que vous dites et le message passe. Ça fait partie aussi des règles de la communication, comment on adapte nos discours par rapport aux différentes cibles et aux différentes audiences. Et là, on voit bien que c'est vraiment prendre le champ lexical qui va avec l'audience. Votre interlocuteur Mm, et aussi avoir de la flexibilité et une stabilité culturelle. mm, C'est-à-dire, il est très important de bien comprendre la culture de l'autre et adapter vos mm, réponses ainsi que le sujet. Et je vais vous dire, j'ai également fait une campagne électorale pour être député des Français de l'étranger sur toute la zone Afrique et Moyen-Orient et sans parti politique. Et j'étais mm. contre 19 candidats de partis politiques et en plus une femme. Et ce que je faisais quand j'avais les meetings électoraux, j'accueillais les personnes à la porte de la salle, Mhm. je saluais tout le monde. Pourquoi? Ça me permettait de jauger mes interlocuteurs, mon public, et de savoir comment doser mon discours. Par exemple, je donne un exemple. Oui, Si c'est des personnes âgées, je vais plus parler de tout ce que j'avais comme réforme pour les personnes âgées. aide à Et domicile, ce genre de choses. Ouais. exactement. Si c'est des jeunes parents avec des jeunes enfants, je vais Mm, plus axer sur l'école. Qu'est-ce que je veux dire? ouais. C'est-à-dire que je suis toujours authentique, sincère dans mon discours. Disons que j'avais points à développer. Je vais plus développer le point qui intéresse le Mm, plus mon public. Et puis, je comprends quand ils rentrent, quand on se salue, quand je leur parle, quelles sont leurs attentes. Et j'essaie de répondre à leurs attentes. Tout en étant, évidemment, c'est mon discours, c'est mon programme, je ne change pas, mais je réponds plus à leurs attentes pour pas être à côté de la mm, plaque et leur sortir un mm, discours lambda. Il faut toujours, toujours adapter votre discours à vos interlocuteurs. Et c'est comme ça que ça passe. Et c'est comme mm. ça que j'ai été numéro 2 au Liban et numéro 3 sur 49 pays pour cette Bravo. campagne électorale, Mm, sur 19 candidats des partis politiques français. super. Alors, j'ai une autre question.
Est-ce que dans ton parcours, dans ta carrière, à quel moment clé t'as le plus appris sur la manière de diriger? Je vais être un peu pompeuse en disant que quand j'étais jeune, j'étais scout. J'ai fait du scoutisme et donc j'étais cheftaine scout. Mhm. Et c'est là qu'on apprend, c'est une école pour la vie, je dirais, dans l'absolu. Et puis, c'est surtout aussi, j'ai beaucoup d'amour des autres. Mhm. J'aime beaucoup les gens, j'aime bien aller au contact des gens et les gens le ressentent. Je m'intéresse beaucoup à l'autre et c'est sincère. Et les gens, quand ils le ressentent, vous avez l'empathie. Mhm. Cette empathie et cette intelligence émotionnelle qui fait que vous ressentez les besoins de l'autre et vous y répondez. Et c'est comme ça que le message passe plus. Et pour mes équipes, j'ai toujours été en bon père de famille. Je veux dire, Mhm. j'aime pas dire en bonne mère de famille, mais honnêtement, j'ai coaché mes équipes comme si c'était mes propres enfants. Et c'est comme ça que je les aidais à avancer. Et c'est ça qui est très important. Non pas de casser, mais de les aider à avancer, de leur montrer les petites erreurs et comment améliorer ça. Et je peux dire que j'avais parfois des éléments qui étaient vraiment fatigués au début et qui sont devenus des personnes très performantes. Donc, ce que j'entends, c'est aussi de croire dans tes équipes et de leur apporter un peu cet amour comme un parent. Et aussi, on retrouve ce côté dont tu parlais avant de ténacité. Tu baisses pas les bras, même si la personne à la base n'est peut-être pas très motivée. Ça va être de la remotiver et, Les aider à être au niveau. ouais, et les aider Vraiment. à monter au Oui, niveau. oui. C'est comme ça. Le vrai leadership, c'est ça. En anglais, ils appellent ça servant leadership. C'est-à-dire aider l'autre pour déployer ses capacités. Ouais, Et je pense que ça, c'est la différence entre les femmes et les hommes dans le leadership. C'est que nous aidons nos équipes pour qu'elles mm, s'améliorent et non pas ouais, casser l'autre et tu es mm. nul. Et, et j'ai une dernière question qui est donc une question conseil. Quel serait ton conseil le plus puissant pour une femme qui aspire à un poste de direction? Croyez en vous. C'est ce qui manque chez les femmes. Il faut croire en soi et croire en ses capacités. Et si vous y croyez, les autres y croiront. Les hommes, très honnêtement, c'était une grande étude qui dit que les hommes, même s'ils n'ont aucune capacité dans ce domaine, pour lui, je suis un homme, donc je suis compétent. Les femmes, même si elles ont 90% des capacités, elles Mm. vont se dire, ah, il y a 10 qui manquent, et elles ne vont pas postuler. Non, 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 non. Croyez en vous. Les femmes, vous êtes exceptionnelles. Vous avez une force en vous que vous ne soupçonnez même pas. Vous avez des capacités multidimensionnelles de faire plusieurs choses à la fois, de gérer la maison, le travail, alors que les hommes sont plus focus sur une chose à la fois. Donc, croyez en vous, vous êtes des femmes exceptionnelles. Et je vais vous dire une chose, ma croyance profonde, c'est que l'avenir de l'humanité, c'est la femme. Ok, écoute, on termine sur une belle phrase. Je te remercie pour tout ton partage autour de justement comment négocier. Et je pense que même si tes exemples étaient autour de comment aller influencer les gouvernements, je pense qu'on peut les reprendre aussi dans le monde de l'entreprise. Parce Exactement. que quand on doit aller influencer un board, le COMEX ou un certain département, ben, aussi on voit très bien que chaque département a des réalités totalement différentes. Allez, exactement. Et donc, il faut parfois être traducteur pour créer des ponts entre ces mondes. Et c'est Exactement. ce que tu fais, d'ailleurs, pour pouvoir influencer et donner plus de place aux femmes dans ce monde et lutter aussi contre les violences faites aux femmes. Et On a oui, oublié que j'ai oui, lancé une pétition internationale, No Peace Without Women. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est en train de parler que de guerre et il nous faut parler de paix et d'humanité. Et qui sont les championnes dans ça? Ce sont les femmes. Il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, qui dit que les femmes doivent être à tous les postes de décision, surtout les postes concernant les négociations pour la paix, parce qu'il y a des études qui ont démontré que quand les femmes étaient dans les négociations de paix, la paix avait 35% de plus de chances d'être plus durable et de durer plus de 15 ans. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Et je fais un appel à travers ta bien sûr. plateforme pour que tout le monde puisse signer cette pétition parce qu'on doit avoir 100 000 signatures. Ce sera envoyé au secrétaire général des Nations Unies et ainsi qu'à tous les dirigeants mondiaux. Parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, je pense que nous allons vraiment sur un avenir très dangereux.
J'ai vu les statistiques qu'on a 56 zones de conflit, de guerre en 2023, autant, si ce n'est plus, que ce qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut absolument qu'on agisse. Et je voulais donner un exemple. Gorbatchev, quand il a signé avec Reagan l'accord de non-prolifération nucléaire, a dit que c'était dû à l'action des femmes de Greenham en Angleterre. En Angleterre, il y avait une base de missiles nucléaires. Ces femmes ont campé devant cette base-là pendant 4 ans quand même. Elles se sont faites torturer, violer, mais elles ont tenu. Aujourd'hui, le camp a été démantelé. Et il y a eu ce traité mondial de non-prolifération des armes atomiques. Et Gorbatchev l'a dit en signant avec Reagan ce traité-là, que c'était dû à ces femmes-là. Et donc moi je demande à toutes les femmes et à tous les hommes de signer cette pétition parce que nous avons besoin de femmes pour avoir la paix dans le monde. Super. Je mettrai de toute façon le lien vers la pétition dans le descriptif de l'épisode, puisqu'il faut avoir ces signatures avant fin décembre 2025. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Merci. Merci à toi Patricia et excellente journée à toi. Pareillement, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.